Nous sommes de retour pour le décryptage de l'actualité africaine sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette émission Angle de vue. 3 sujets d'actualité africaine sont à passer à loupe au Sénégal. Quelques jours après le dialogue politique initié par le président Macky Sall, la polémique porte sur le sort qui sera réservé à Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, condamné à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Le président Macky Sall a même évoqué l'idée d'une grâce présidentielle lors d'une interview sur RFI. Mais pour certains opposants, Karim Wade doit être simplement remis en liberté. Dialogue politique au Sénégal. Grâce présidentielle, simple libération ou résidence surveillée pour Karim Wade. Ce sera le premier sujet à débattre dans un instant sur ce plateau. Notre deuxième débat du jour porte sur l'idée d'un référendum lancé le samedi dernier par le secrétaire général du parti au pouvoir en République démocratique du Congo afin de permettre un 3e mandat au président Joseph Kabila. Une idée que conteste déjà et vivement l'opposition congolaise et qui crée actuellement la polémique dans la capitale Kinshasa. Quelles sont les chances d'aboutissement de cette nouvelle idée, les chances de transformation de cette idée en action et en mise en œuvre? Nous en parlerons tout à l'heure avec nos invités, puis nous reviendrons sur un autre sujet dans ce débat, la 49e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du gouvernement et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est tenue samedi dernier à Dakar, au Sénégal. Entre autres sujets abordés, celui du terrorisme en Afrique de l'Ouest. La nouvelle présidente en exercice de la CEDEAO a évoqué la création d'une force antiterroriste ouest-africaine, une ambition réalisable ou un nouveau rêve de plus. Ce sera le 3e sujet à débattre dans cette émission. Mais avant de lancer le débat, madame, monsieur, voici un récapitulatif de l'actualité sur le continent africain. C'est le flash d'information. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, désignée samedi par ses pairs de l'organisation régionale pour en assurer la présidence tournante, veut créer une force régionale d'intervention au sein de la CEDEAO. La mise en place de cette force armée est une urgence, a-t-elle souligné, assurant que le futur dispositif militaire servira à lutter contre le terrorisme, notamment les exactions de Boko Haram. Au Niger, la ville de Bosso, située aux abords du lac Tchad et frontalière du Nigeria, a été attaquée et puis mise à sac durant toute la nuit de vendredi à samedi par le groupe Boko Haram, faisant 32 morts et des dizaines de blessés. Après toute une nuit de pillage, les assaillants ont quitté Bosso, qui ressemble désormais à une ville fantôme dépeuplée de ses habitants. Et puis au Burkina Faso, l'étau se resserre autour de l'ex-premier ministre Isaac Yacouba Zida. L'audit de la présidence et du premier ministère sous sa gestion révèle des soupçons de malversation financière. Le général de division est au Canada depuis plusieurs mois malgré la fin de son autorisation d'absence. Le président Kaboré menace de le considérer comme un militaire en situation de désertion en temps de paix. Notre débat de ce jour reçoit sur ce plateau 2 invités comme d'habitude. Donc Lama Balo, journaliste et directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lama Balo, bonjour et bienvenue dans ce débat. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Je reçois également sur ce plateau un autre habitué, Maître Alain Ouroula. Il est avocat au barreau de Cotonou. Maître Alain Ouroula, bienvenue dans ce débat. Bonjour. Merci, bonjour Joël, bonjour donc bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Sika TV. Merci. Le décor est donc planté. Madame, monsieur, le débat est lancé juste après cette virgule. Au Sénégal, quelques jours après ce dialogue initié par le président de la République Macky Sall, la polémique porte désormais sur le sort qui sera réservé à Karim Wade, l'enfant de Abdoulaye Wade. Pour certains, Karim Wade doit être simplement libéré. Pour d'autres, il faut le gracier. Maître Alain Ouroula, vous avez également suivi cette polémique, vous suivez également le débat. Selon vous, Karim Wade doit-il être simplement libéré ou bien il doit être gracié? Pour suivre le cours normal des choses, Karim Wade doit purger sa peine jusqu'au bout, parce qu'il a été condamné à 6 ans d'emprisonnement et un verdict non contesté, un verdict devenu définitif. Donc la polémique sur sa mise en liberté ou non est une polémique politique et politicienne
comme le dialogue auquel le président Macky Sall a appelé la classe politique, après être passé en force sur un certain nombre de sujets. Donc, la question de la mise en liberté de Karim Wade, je dirais, c'est un peu l'appât qui est tendu à la classe politique sénégalaise. Et c'est une mise en liberté qui est appelée par tous, je dois dire, y compris par les compagnons du président Macky Sall, qui sait que c'est peut-être la seule possibilité qu'il a de rattraper ce qui est aujourd'hui considéré comme son échec politique au Sénégal. Alors que cette mise en liberté soit une mise en liberté conditionnelle, comme on l'a fait pour certains des co-condamnés de Karim Wade, ou une libération anticipée ou une grâce, je dirais que techniquement, peu importe. L'essentiel, c'est que ce que les uns et les autres appellent de leur vœu, à savoir la pacification des relations tendues qu'il y a eu entre le président Macky Sall et le président Wade, entre le président Macky Sall, dont beaucoup de partisans finissent par tempêter et dire que lui aussi aurait partagé le gâteau Wade. Il aurait également bénéficié pendant des largesses du père Wade. Peu importe la forme, mais je crois que nous nous acheminons vers une mise en liberté conditionnelle ou même sans condition, comme 2 ou 3 co-impliqués dans cette affaire ont pu être élargis pour des questions humanitaires pour l'un ou l'autre d'entre eux et pour bénéficier d'une condition. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que les membres de la société civile rebondissent sur ce dossier en portant plainte pour dire qu'il a été condamné? Il faut qu'il donne l'exemple en matière de lutte contre la corruption, en matière de bonne gouvernance. Je pense que l'exemple a été donné, puisqu'il y a eu un procès, il y a eu une condamnation, donc le principe de la culpabilité a été établi, l'impunité n'existe plus. Karim Wade a purgé, est en train de purger au moins pour moitié. Il a purgé la moitié de sa peine. Il a été condamné. Reste à savoir de ce qu'on fait, parce que le plus important, au-delà du symbole de l'établissement de la culpabilité, le plus important, c'est de savoir ce que l'on fait de ce qui a été dissipé. Est-ce qu'il sera gracié aussi au niveau des amendes ou au niveau du devoir de remboursement ou de dédommagement? Ça, c'est des aspects. Rappelons déjà qu'une bonne partie de sa fortune a été saisie par l'État sénégalais. Alors, donc là, Mabalo, vous suivez également le débat du côté de Dakar au Sénégal. Est-ce qu'à votre avis, Karim Wade mérite d'être libéré ou gracié? Puisque dans le camp de Karim Wade, du père Wade, on estime même que la grâce présidentielle serait une humiliation pour Karim Wade. Vous savez, pour moi, ce débat n'a fait que trop durer. N'a fait que trop durer. Pourquoi? Parce que M. Karim Wade a été jugé et condamné par la justice sénégalaise. Et Maître l'a dit, la normale est qu'il puisse purger sa peine. On fait ce débat parce que c'est Karim Wade. Et pour moi, c'est un traitement de faveur. Parce que ça aurait été un Sénégalais lambda, un kidam comme ça, qu'on n'aurait même pas fait ce débat. C'est un ancien ministre d'État, oui, quand même. ministre du ciel et de la terre, si vous voulez. Et il est le candidat de son parti. Il faut pas oublier, mais vous savez dans quelles conditions il a été inculpé, jugé et tout le reste. Il lui a reproché des choses et la justice s'est prononcée. Donc pour moi, il devrait purger sa peine. C'est la chose la plus simple à faire. Maintenant, si le président lui-même évoque la possibilité d'une grâce présidentielle ou de tout autre traitement de faveur, le débat se fait malheureusement et on est obligé de le faire puisque le sujet est posé. Alors moi, je pense que il a déjà fait la moitié, n'est-ce pas? Et donc, pour moi, peut-être que le plus dur a été déjà fait. Le plus dur, c'est d'abord d'avoir été soumis à ce jugement et d'avoir été condamné et d'avoir purgé jusqu'à la moitié de la peine. Donc, si M. Karim Wade pense qu'il n'est pas coupable et tout le reste, bon, je ne suis pas sûr qu'il le pense encore aujourd'hui. Alors, mais quand son père parle d'humiliation, vous voyez un peu l'état d'esprit. C'est un peu comme si M. Karim Wade a été jugé, condamné de façon arbitraire et donc qu'il faut peut-être le laisser. Il faut dire que Abdoulaye Wade n'a jamais apprécié, n'a jamais été d'accord avec ce procès. Oui, mais c'est la justice qui s'est prononcée là-dessus, voyez-vous. Et donc, pour moi, l'essentiel, c'est de laisser M. Karim Wade purger sa peine. Moi, je suis avec ceux qui pensent aller jusqu'au bout, parce qu'il faut payer avec le risque que la situation politique soit durcie pour le président Macky Sall, parce qu'il ne faut pas oublier également qu'en faisant cet appel de pied, Macky Sall veut également revoir la tension politique, veut appeler justement les opposants politiques à s'assembler autour de lui pour gérer la chose politique. Oui, mais la question n'est pas que politique. Et vous avez dit tout à l'heure que les associations de la société civile
ils peuvent porter plainte encore pour dire qu'il faut contester cette libération. Exactement. Donc ce n'est pas une affaire exclusivement politique. Et le président n'a pas été élu pour faire que de la politique. Il doit tenir compte également des desiderata d'autres couches de la société. Non, ce n'est pas bon pour la morale, ce n'est pas bon non plus pour la suite, n'est-ce pas, ou pour la reddition de comptes, qu'on puisse condamner des gens à des peines, et que parce qu'ils ont une position sociale ou politique donnée, qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout de la peine qu'on leur a infligée. Moi, je trouve que ce serait un précédent qui n'encouragerait pas la reddition de comptes ou la lutte contre tout ce que M. Karim Wade a pu faire et qui lui est reproché par la justice sénégalaise. Maître Alain Oula, alors une humiliation pour Karim Wade selon certains, c'est votre avis si on le graciait? Alors, pas du tout, et je pense que le père Wade fait dans l'excès. Je ne pense pas qu'il ait songé à l'humiliation lorsqu'il avait fait embastiller Idrissa Seck, alors maire de Thiès, ancien Premier ministre, ancien directeur de cabinet, qu'il n'a pas songé à cette humiliation lorsque, sans procès, il faisait incarcérer ou il a même tenté d'inquiéter l'actuel président de la République. Le vieux est dans la démesure, dans l'excès. Il est dans son rôle aujourd'hui, il est un opposant. Donc il faut bien quand même qu'il donne son avis sur la situation politique. Et c'est de son fils qu'il s'agit. Ce n'est pas un bon rôle, oui, c'est de son fils dont il s'agit, un fils qu'il a excessivement porté, dont il a fait ministre plénipotentiaire, ministre de tout, du ciel comme de la terre. Le fils a certainement des compétences. Comme le disait le on ne peut pas refuser à quelqu'un d'avoir des compétences. S'il a des compétences, on peut le nommer. C'est déjà problématique. En quoi cela représente-t-il un problème? Non, il a des compétences quand vous êtes compétent, on vous confie des rôles. Bien sûr, il a des compétences tellement avérées qu'il s'en est mis plein les poches. Et c'est là le sujet véritable, parce que, quels que soient les reproches qu'on a pu adresser à cette cour d'exception, nul n'a pu contester la matérialisation des faits, c'est-à-dire l'établissement des détournements massifs qui ont eu lieu. Donc, que l'on parle d'humiliation parce que le fils aurait été gracié, je trouve que c'est excessif. Et la grâce fait partie de l'arsenal judiciaire. Alors, mise en liberté conditionnelle, c'est vrai, même si dans le camp de Karim Wade, l'on crie à l'injustice et que dans un autre camp, on parle de traitement de faveur, moi je crois qu'il s'agit d'instruments juridiques et judiciaires qui permettent, dès lors qu'une partie de la peine a été exécutée, d'envisager des mesures de resocialisation, de reclassement. Je crois que ce qui était important, c'était d'avoir sifflé la faute, d'avoir fait un procès que je trouve équitable, d'avoir prononcé une peine pour dire que ça ne se passe pas ainsi, et d'avoir frappé Wade dans son patrimoine, c'est-à-dire une manière d'obtenir restitution de ce qui a été détourné. Je suis sûr qu'on n'a pas mis la main sur tout, donc à partir de là, alors, maître, si vous permettez une minute, je suis d'accord avec vous, maître, que ce sont des instruments juridiques qu'on peut utiliser. Vous êtes bien placé pour le savoir, mais en même temps, il faut frapper pour l'avenir. Et je crois que les chefs d'accusation, ce qui est reproché à Karim Wade est suffisamment grave pour qu'il puisse se retrouver dans la prédisposition de purger entièrement sa peine. Parce qu'il faut faire des choses pour le futur et pour les autres aussi. Parce que c'est pas seulement Karim Wade qui a détourné et tout le reste, il y a peut-être d'autres qui sont dans le même cas. Mais aujourd'hui, nous parlons de traitement de faveur parce que c'est le fils du président sénégalais. Il faut préciser que même si ce sont des instruments, l'opposition demande la libération de tous les prisonniers politiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de Karim Wade parce qu'il est un personnage visible, fils de l'ancien président. Mais l'opposition demande la libération de tous les prisonniers politiques. À ceci près. D'accord, mais le président, n'est-ce pas, a la possibilité d'arbitrer par rapport à ça. Donc moi, en fait, ma logique est très simple. Je comprends les instruments qui sont disponibles, que le président peut utiliser à foison, mais ce n'est pas parce qu'on a tous les droits non plus qu'il faut en user. Moi, je pense que le président, monsieur Karim Wade, a été jugé pour des faits qui sont avérés, puisque vous l'avez dit, personne n'a contesté la décision de justice jusqu'à présent. Et donc, si il a pu prendre tout ce qu'on lui reproche. 6 ans, moi je trouvais même déjà que la peine de 6 ans était... c'était pas ce qu'il fallait. Pour vous, c'était trop petit. Non, parce qu'il s'agit de crimes économiques. Mais si vous voulez frapper, vous frappez pour que plus personne n'ait la possibilité de commettre les mêmes choses. Parce que si moi, je dois voler autant pour faire 6 ans de prison, je vais voler. Je vais voler. Donc c'est la réalité. Je comprends le souci de Donclame, que je partage aussi en partie, puisque la peine de 6 ans pour les détournements qui ont été dénoncés reste relativement modérée. Alors pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de cette peine? Mais ce qui est gênant, c'est les qualifications que les uns et les autres voudraient porter sur cette affaire. Il ne s'agit pas d'un
prisonnier politique, il s'agit d'un délinquant financier. Et la Cour s'est prononcée à condamner à 6 ans. Les services compétents de l'ONU ont exigé sa libération, et la libération des autres co-condamnés. Le fait aujourd'hui, c'est que 2 ou 3 de ces complices, de ces prête-noms qui avaient été condamnés à 5 ans d'emprisonnement sont déjà dehors sous des motifs divers, sans que ça fasse beaucoup de bruit. Donc je crois que on peut voir la chose au-delà de la politique. L'exemple a été donné. Il a été interpellé, jugé, condamné. Puni, on lui a tiré les oreilles. Je pense qu'il y a l'impunité. Parce que si nous devons élargir, il y a des gens qui se sont repentis, qui ont collaboré, coopéré, restitué tout ou partie de ce qu'ils ont détourné. Mais l'évidence aussi, c'est que tous ceux qui ont travaillé avec Wade, dont on dit qu'il est très généreux, ont bénéficié de faveurs et d'avantages. Bref, d'un enrichissement illicite, y compris, dit-on, et on ne le chuchote plus, le président Macky Sall. Donc je pense que l'un dans l'autre, comme on dirait globalement, le temps est arrivé d'apaiser les tensions et de faire un nouveau, départ, comme cela se fait sous d'autres cieux. Alors, Maître Alain Onroula, alors d'après la Constitution sénégalaise, malgré sa condamnation, Karim Wade ne perdra pas ses droits civiques. Il peut encore être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas risqué pour le président Macky Sall aujourd'hui de le libérer, de le voir demain, comme c'est arrivé par exemple au Bénin, comme un vrai challenger? Mais c'est sûr que c'est un challenger. Et que le petit séjour, enfin le séjour qu'il a fait en prison ne ferait que renforcer son appétit. Le président Macky Sall se trouve dans un dilemme. Je suis sûr que ce n'est pas forcément de gaieté de cœur qu'il le fait, mais il est au plus bas, il est au creux de la vague. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a été porté, porté triomphalement, et dont aujourd'hui on ne se cache plus au Sénégal pour dire que sa gestion est non seulement médiocre, mais que le personnage sera lui-même incompétent. Donc, quand on en arrive à... Donc, c'est une bouée de sauvetage pour lui. Je crois que c'est soit une feinte, c'est-à-dire une acrobatie politique pour se redonner un nouvel élan, soit vraiment parce que le président Macky Sall est à bout de souffle et ne trouve pas autre chose à faire que d'aller vers ces sujets qui pourraient lui permettre d'avoir un peu plus de popularité ou de ne plus être décrié. Mais aujourd'hui, il est acquis au Sénégal, au sein de la classe politique, qui ne le chuchote pas, qui ne se cache pas pour lui dire que sa gestion n'a pas été à la hauteur des espérances qui ont été placées en son élection. Donc là, Mabalo, alors libérer Karim Wade qui risque de se retrouver dans la peau d'un challenger vraiment dérangeant en 2017. Est-ce que vous voyez la chose sous cet angle-là? Non, pas du tout. Et moi, la gestion, je ne veux pas m'intéresser à la gestion de Macky Sall. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis certain que Karim Wade ne peut pas être une grosse menace pour Macky Sall. Et c'est même pas du tout à comparer. Vous le croyez? Parce que quand il aura la possibilité d'être candidat et que sa candidature sera validée, le père Abdoulaye Wade va se mettre dans la danse. Mais le père campagne pour son fils. Le père Abdoulaye Wade aujourd'hui est diminué. Attention, c'est soupille, attention. Non, il est physiquement d'abord, il a un problème. C'est-à-dire qu'il a diminué lorsque... C'est vrai, il a pris de l'âge, oui, mais il a toujours la force d'aller sur le terrain. N'est-ce pas? Nous sommes en Afrique. C'est vrai que les patriarches ont leur mot à dire, mais c'est aussi vrai que les patriarches ne sont pas toujours sur le terrain. Il a la stratégie politique. Il avait le réseau. Moi, je ne suis pas certain qu'à la date d'aujourd'hui, il ait pu maintenir son réseau en l'état. Vous savez, quand vous êtes chef d'État en fonction, vous avez beaucoup de pouvoir, mais quand vous quittez vos fonctions, c'est comme un retraité. Quand vous allez à la retraite, c'est fini, plus personne ne pense à vous. Alors moi, je ne suis pas sûr que le président Macky Sall ait vraiment de crainte à libérer Karim Wade. Et quand vous faites la comparaison avec le Bénin, je dis non, ce n'est pas la même chose du tout. Vous savez très bien que vous avez un Patrice Talon qui part en exil et qui revient de l'exil pour être président. Est-ce que Patrice Talon était ministre du ciel et de la terre? Est-ce qu'il a eu une gestion avec le pouvoir en place. Il avait des démêlés, mais on a tous fini par comprendre que c'était un acharnement, puisque quand on est allé devant la justice dans le cas Patrice Talon, il y a eu des non-lieux. Et donc, tout le monde a compris qu'on voulait
tirer les cheveux à quelqu'un. Et cette personne a été obligée de fuir. Mais ce n'est pas le cas de M. Karim Wade. Il a été jugé et condamné. Et donc, ça veut dire qu'il a été reconnu coupable. Et donc, pour moi, ce n'est pas la même chose. Donc, si M. Karim Wade pense que l'exemple de quelqu'un dans un pays africain pourrait l'amener à revenir, devenir vous savez, souvent en Afrique, on dit que quand on quitte la prison, c'est pour se retrouver à la présidence. Donnez-moi ou l'inverse. Donnez-moi 3 exemples. Non, donnez-moi 3 exemples précis. Nelson Mandela a quitté la prison, Laurent Gbagbo a quitté la prison, il s'est retrouvé président, et même Abdoulaye Wade lui-même a quitté la prison pour se retrouver président de la République. Et donc ça suffit pour tirer les conclusions. Non, moi je ne pense pas que... Eh bien, vous avez, ils ont des parcours différents. C'est vrai que c'est des choses qui arrivent, mais c'est avec des parcours différents. Et le parcours de Mandela n'est pas celui de Patrice Talon, ce n'est pas celui non plus de Karim Wade et tout le reste. Mais je ne pense pas que Karim Wade soit une menace suffisamment grave pour Macky Sall en 2017. Les jours à venir, nous donnerons plus de précisions sur ce sujet à polémique actuellement à Dakar, au Sénégal. Madame, Monsieur, nous allons à présent passer au deuxième sujet de ce jour. Notre deuxième débat porte sur l'idée d'un référendum lancé samedi dernier par le secrétaire général du parti au pouvoir. C'était en République démocratique du Congo afin de permettre au président Joseph Kabila de briguer un 3e mandat à la tête de son pays, une idée que conteste déjà vivement l'opposition congolaise et qui crée actuellement la polémique également à Kinshasa. Quelles sont les chances d'aboutissement sur cette nouvelle idée lancée comme une pavée dans la mare? Je vous propose de retrouver tout à l'heure la réponse de nos invités après cette virgule. Donc là, Mabalo, le camp présidentiel en République démocratique du Congo lance un nouveau ballon d'essai. Quelles sont les chances, selon vous, de voir transformer cette lumineuse idée en action? Non, je suis conforté dans une position que j'ai toujours eue sur ce plateau. Le président Kabila ne veut pas laisser le pouvoir. Pour moi, c'est clair. Et ça me confirme encore cette idée, puisque c'est le secrétaire général de son parti qui lance cette lumineuse idée dont vous parlez. Vous pensez que le secrétaire général de son parti aurait pu le faire sans que le président Kabila n'en soit informé et qu'il ait donné son quitus? Le ministre de la Communication a dit que le secrétaire général est libre de dire ce qu'il pense, mais que ce n'est pas nécessairement la position officielle. La théâtralisation de la politique en Afrique, c'est dommage. Mais j'ai l'impression, puisque maintenant on a réussi à écarter M. Katumbi. Ah, il n'est pas totalement écarté, il est allé se soigner. Oui, bon, écoutez, il est poursuivi. Hein. Il est poursuivi. Bien sûr, il est poursuivi. Donc je pense que Kabila va rester au pouvoir. Moi, je suis triste de le dire, mais c'est ce qui va se passer. Donc vous voyez déjà l'idée se transformer en action. Non, mais écoutez, la Cour constitutionnelle a interprété la Constitution dans le sens qu'elle voulait, pour pouvoir donner la possibilité au président Kabila de rester au-delà de rester au-delà des limites constitutionnelles. Le secrétaire général du parti balance l'idée de référendum pour la possibilité d'avoir un 3e mandat, alors qu'on sait très bien que la Constitution interdit cela. Un référendum pour avoir un 3e mandat, il y a déjà, formellement écrit dans la Constitution. Il y a déjà des gens au Congo qui agitent cette idée et ça fait déjà débat. Quelle est la suite? Vous connaissez la suite, on est dans un pays très grand, c'est vrai, mais dont les institutions sont suffisamment fragilisées pour que, à partir du moment où on commence par agiter cette idée-là, devant une opposition qui ne réagit pas, l'opposition réagit, mais malheureusement elle est essoufflée aujourd'hui, n'a plus beaucoup de force. Maître Alain Roula, une idée géniale qui sera transformée en une action. Pardonnez mon empressement, c'est un non-lieu. Dès les premiers actes, on savait que... C'était vers là qu'on allait. Oui, que Kabila Junior allait se maintenir au pouvoir. Le Zaïre a connu un maréchal empereur pendant plusieurs décennies. À la suite, il y a eu le Mzé. Et maintenant, nous avons affaire au Grand Mopao. On a affaire au Grand Mopao qui trouve ses artifices pour évoluer. Je vais même dire que la démarche proposée paraît même un peu plus démocratique, puisque on parle de référendum. On parle de référendum, on parle de consultation du peuple. C'est déjà mieux que le boulevard laissé par la Cour constitutionnelle. Parce que si vous regardez de près la décision de la Cour constitutionnelle, ça veut dire que Kabila a un mandat illimité. Tant qu'un autre président n'est pas élu, le président Kabila reste en place. Donc il lui suffit de ne pas organiser les élections et de rester ou de trouver éternellement au pouvoir. Des diversions pour ne pas en organiser, que la Cour constitutionnelle l'autorise
à rester en place jusqu'au bout. Alors je pense que c'est après avoir réussi à baliser constitutionnellement le terrain que Kabila et ses complices amusent la galerie et se moquent ouvertement de la communauté internationale en prenant des arguments. Parce que j'ai lu jusqu'au bout l'interview du président, non, le discours, et même l'interview du président du PPRD, qui dit, mais écoutez, le Congo à côté a eu le droit de le faire, le Rwanda l'a fait, le Burundi l'a fait, pourquoi le Congo ne peut pas le faire, ne peut pas avoir le droit à une autodétermination? C'est le peuple qui parle et c'est le parti du peuple qui parle. Ce qui s'est passé ailleurs doit faire jurisprudence. Et ça s'est passé. Alors moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, Maître Alain Roula, si on peut faire un référendum, alors pourquoi ne pas faire en même temps les élections? En plus, on dit qu'on ne peut pas faire les élections parce qu'il n'y a pas les moyens. Oui. Il faut les mêmes moyens pour faire un référendum. Oh, ben, beaucoup plus. Mais le référendum, il sera fait en 2020, excusez-moi. C'est une question de calendrier aussi. On a dit qu'on va faire un référendum. On n'a pas précisé quand on va le faire. Non, ce qui est acquis, c'est que 2016, c'est terminé. 2017, c'est bouclé. Donc, le référendum, on va y réfléchir jusqu'en 2020. Je crois même... C'est votre projection. Mais ce n'est pas ma projection, c'est ce qu'il a dit. Comment il s'appelle, monsieur... enfin, le président du parti du peuple pour la reconstruction, le parti au pouvoir, il a dit 2017, c'est exclu. Donc un référendum pour 2020. Non, il n'y aura pas d'élection en 2017, noir sur blanc. Donc le référendum, il n'a pas mis de date. C'est un ballon. C'est une tentative. En fait de compte, est-ce que Kabila n'a pas gagné son défi, puisqu'au début, c'est lui qui proposait l'idée de la transition. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la transition s'impose à tout le monde. L'opposition est obligée d'accepter une transition face à ce rouleau compresseur. Mais ce n'est même pas un rouleau compresseur. C'est un dictateur qui se maintient, qui détient tous les leviers du pouvoir. Et face à ce dictateur, il faut une opposition unie, déterminée. Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas au Congo et n'est le cas nulle part. Aujourd'hui, ils sont obligés de s'unir. Parce qu'on a vu le fils Tshisekedi qui a fait déjà sa sortie. Les autres aussi commencent déjà par respecter. Revenons là-dessus un instant. Les oppositions en Afrique, c'est souvent des mécontentements et des frustrations qui font varier, qui font que les gens changent de camp. Il n'y a pas de leader d'opinion déterminé, arc-bouté sur des principes pour dire non à l'alternance. Tous ceux qui parlent, tous ceux qui sont s'agissent, y compris l'honoré Katumbi, étaient avec Kabila. Ils se connaissent et c'est pour ça qu'ils ne se craignent plus. Alors Kabila sait comment écraser et mater tout ça. Quand Katumbi a eu des difficultés, personne n'est venu à son secours. Vital Kamerhe n'est pas venu, il était avec Kabila. Alors c'est parce qu'ils ne sont plus à table qu'ils créent un syndicat d'opposants, mais sans détermination, sans principe, sans idéaux, sans combat. Et à partir de là, le pouvoir en place fait de ce qu'il veut. Un boulevard devant lui. Un boulevard, il s'amuse et est appuyé par la communauté internationale, puisque dans ce petit bras de fer où le Congo a défié les États-Unis pour leur demander de rester tranquille et de ne pas se mêler de ce qui se passe chez eux. Pensez-vous que Kabila aurait fait ça s'il était vraiment contre les intérêts américains? Voilà. Ça, c'est une grosse interrogation. Alors, donc là, Mabalo, si on peut organiser les référendums, un référendum du moins, pourquoi ne pas aller directement aux élections? Non, moi je pense même qu'on n'est pas dans le cas d'une transition au Congo, c'est simplement la continuité du pouvoir. Et là où je ne suis pas d'accord avec Maître Oronla, lorsqu'il pense que c'est déjà mieux que de parler de référendum. C'est ironique, hein, oui, ah bon, d'accord, parce que là, il n'y a pas de mieux dans l'arbitraire. C'est carrément de l'arbitraire. Et donc, si c'était par ironique, c'est donc je vous le conseille. Deux mots, il faut préférer le moins. Non, mais vous parlez de mêmes moyens pour faire l'élection que pour faire le référendum. Vous comprenez aisément qu'on n'a pas envie d'organiser les élections. Et ça, je l'ai toujours dit. Mais écoutez, les élections ne sont jamais une surprise dans un pays. Les élections sont prévues par la Constitution. Et on sait à quelle échéance on doit faire des élections. Et on sait qu'il faut mobiliser des moyens pour ça. Donc si on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'a pas envie de le faire. Et si on parle de référendum qui n'est même pas imminent là, c'est qu'on a juste eu envie de s'amuser avec le peuple congolais. Alors moi, la solution que je trouve, je ne sais pas si ça va être faisable, mais le peuple congolais doit prendre ses responsabilités. Parce que malheureusement, en Afrique, lorsqu'on est bloqué de toutes parts, on s'en réfère au peuple. Alors, le peuple congolais, si le peuple... Moi, je n'appelle pas à l'insurrection, mais
Le peuple a été autorisé à marcher. Ils ont marché la dernière fois. Mais le problème, c'est que le président Kabila il y a des supporters dans tous les camps. Il va rester au pouvoir jusqu'à la fin de ses jours. Malheureusement, c'est ce qui se trame. Et je ne sais pas si l'opposition est là, je suis d'accord avec Maître Ronla, l'opposition doit pouvoir se souder les reins, comme on dit, pour faire face à l'arbitraire. Mais finalement, quand on fait le point, il y a qui également dans cette opposition pour le faire? C'est la grosse interrogation. Et Kabila même le sait. Kabila les connaît tous, par cœur. C'est-à-dire, il les connaît, comme on dit vulgairement, de A à Z. Et quand on est dans ce cas de figure-là... En fin de compte, la tâche se retrouve facile pour le médiateur. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. Non, le médiateur, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent? Oui, la dernière fois, lorsqu'on il avait parlé de négociations, de discussions. Lorsqu'on va vers une transition, là, c'est clair. Je crois que j'étais sur ce plateau, toujours avec Maître Ronla, la dernière fois qu'on en parlait. Et vous avez même parlé d'une stratégie du médiateur qui voulait d'abord rencontrer une partie de l'opposition, aller rencontrer l'autre partie après. Vous comprenez aujourd'hui que le médiateur, finalement, n'a pas eu grande chose à faire. Le médiateur a observé. Il n'a pas fini sa mission. Non, la mission est terminée. Les choses se font naturellement sur le terrain. Donc maintenant que tout est clean, tout est dressé. Les choses se font. Maintenant que le boulevard est dressé, il ira voir les partis pour dire bon, allons vers les choses se font selon de toutes les manières, le référendum ce sera en 2020. La volonté du président Kabila. C'est le chef de l'État. Il impose sa volonté. Merci, donc Lamambalo. Merci, Maître Alain Roula, Madame, Monsieur. C'était notre deuxième sujet en discussion. Avant de nous retrouver pour la suite de ce débat, voici un nouveau point de l'actualité. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, désignée samedi par ses pairs de l'organisation régionale pour en assurer la présidence tournante, veut créer une force régionale d'intervention au sein de la CEDEAO. La mise en place de cette force armée est une urgence, a-t-elle souligné, assurant que le futur dispositif militaire servira à lutter contre le terrorisme, notamment les exactions de Boko Haram. Au Niger, la ville de Bosso, située aux abords du lac Tchad et frontalière du Nigeria, a été attaquée. Le décryptage se poursuit sur notre chaîne, sur SICA, Madame, Monsieur. Nous parlerons en troisième position de la 49e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'était tenue samedi dernier à Dakar, au Sénégal. Entre autres sujets débattus, celui du terrorisme en Afrique. La nouvelle présidente en exercice de la CEDEAO a proposé la création d'une force antiterroriste ouest-africaine. Une ambition réalisable ou un nouveau rêve de plus? Je vous propose de retrouver nos invités après cette virgule. Le débat se poursuit avec Maître Alain Orunla et Donklam Abalo, une force antiterroriste pour l'Afrique de l'Ouest, une idée réalisable ou un nouveau rêve de plus? Maître Alain Orunla, à votre avis? C'est une idée réalisable. Malheureusement, nos dirigeants nous ont habitués à des chimères. Parce qu'une force de la CEDEAO, une force antiterroriste, c'est ce qu'il faut. C'est une mutualisation des forces qu'il faut pour combattre ce phénomène qui frappe à toutes les portes et qui frappe sans discernement et qui ne distingue aucune frontière. Mais quel que soit le vœu nourri par la présidente en exercice depuis samedi ou dimanche, c'est les moyens. Et les moyens de la CEDEAO ne suffiront pas. Parce que les États-Unis, l'Europe, ensemble, qui ont mobilisé de grands moyens, n'arrivent pas, avec toute l'efficacité qu'il faut, n'arrivent pas à juguler le phénomène, quand bien même ils arrivent à le canaliser vers d'autres destinées, vers d'autres destinations. Parce que pour lutter contre le terrorisme, outre la nécessité de rééquilibrer les développements dans nos pays pour éviter les frustrations, il faut beaucoup de moyens, beaucoup de renseignements et une coordination dans l'action. Donc ça demande de grands moyens
dont je ne suis pas sûr que la CEDEAO puisse disposer, mais c'est déjà un bon premier pas, un bon pas dans la bonne direction pour contenir ce phénomène qui frappe avec. Alors, je suis tenté de vous demander, l'idée de la création de la force multinationale du Nigeria aujourd'hui est restée une idée sur papier. Maintenant, on nous parle d'une force sous-régionale et vous dites que c'est une idée réalisable. Oui, bah, ce n'est pas parce que c'est réalisable qu'elle est réalisée. Que je donne caution aux dirigeants, puisque je viens de vous dire qu'ils nous ont habitués à de beaux discours, mais qu'il n'y a jamais de volonté. Regardez cette force d'interposition du Nigeria, c'est une très bonne idée. Mais les chefs d'État qui ont eu cette idée n'ont d'ailleurs pas voulu mettre la main à la poche et personne ne voulait envoyer ses soldats. Mais vous avez vu la promptitude et l'efficacité avec laquelle le président Déby, qui connaît la chose, a envoyé ses troupes. C'est-à-dire une opérationnalisation de ce qui a été mis en place. Si cette volonté était partagée par la plupart des chefs d'État de la CEDEAO, il n'y aura aucune difficulté à la mise en place de cette force. Le reste, c'est une question d'organisation, de réelle volonté et de motivation. Donc c'est ça qui fait défaut, comme dans tous les domaines d'ailleurs. Donc là, Babalo, une force, on annonce, Ellen Johnson-Sirleaf pense qu'il faut une force sous-régionale contre le terrorisme. Vous pensez qu'elle pourra être réalisée, cette nouvelle idée, en fin de compte, ou bien c'est un rêve encore, je dis? Rien de grand ne s'est réalisé sans rêve, voyez-vous, donc il faut partir d'un rêve. Et je crois que devant la question du terrorisme, on ne peut pas non plus rester inactif. Il faut faire quelque chose, en réalité. Oui, donc, faire quelque chose, c'est de jeter les mots. Non, c'est pas de jeter. Parce que ça fait plus de 5 ans qu'on parle de force contre Mais c'est les moyens. Maître l'a dit, j'ai souvenance... Mais tout ce qui est détourné en Afrique de l'Ouest... J'ai souvenance de cette affaire de chef d'état-major des armées africaines qui se sont réunis au Nigeria pour régler cette question du terrorisme. Et là où il y a eu la difficulté principale, c'est au niveau du financement de cette armée. Et tout ce qui est détourné en Afrique de l'Ouest. Mais les gens détournent pour amener ça ailleurs. Ça ne reste pas en Afrique. Ils vont dans des paradis fiscaux et ils vont pour leurs propres questions. Quand on abat les gens en Afrique, ils peuvent aller rapidement rester en Europe, ceux qui envoient l'argent détourné en dehors de l'Afrique. Donc, c'est ça le problème, le financement et la formation. Parce que l'Afrique doit investir dans des questions de stratégie. Voyez-vous, je lisais un commentaire sur la toile la dernière fois où quelqu'un disait que, quelles que soient les forces au niveau de l'Occident ou des États-Unis, eh bien, toutes les forces africaines réunies ensemble, parce que nous manquons de stratégie, parce que les cadres que nous formons vont à l'extérieur se faire former et ne pensent qu'apporter des treillis, les plus beaux treillis et tout le reste, qu'on va toujours décimer les armées africaines parce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie. On n'investit pas dans le renseignement, on n'investit pas dans la formation, on n'investit pas vraiment dans ce qui est stratégique. Alors quand vous êtes une armée et que vous n'avez pas l'investissement dans la stratégie, vous ne pouvez pas avoir de résultats. C'est pour ça que je dis, personne ne peut rester inactif par rapport à ce que les terroristes font. Vous avez en face de vous des gens qui n'ont pas peur de mourir. Mais c'est une force. Ne pas avoir peur de mourir, c'est une force. Et vous avez en face des gens qui ont peur de mourir. Et donc, déjà psychologiquement, il y a un problème. Vous comprenez? Mais c'est une bonne idée d'avoir une force d'interposition de la sous-région. Vivement que cette idée aille jusqu'au bout pour que nous voyions sa matérialité. Mais je dois vous dire que personnellement, je n'ai pas beaucoup d'espoir par rapport à ça. Voilà la vraie vérité. Alors nous allons clore tout à l'heure ce débat, mais avant de vous laisser partir, chers invités, je suis tenté de vous demander votre avis sur ce qui se passe actuellement au Burkina Faso. On dirait que les taux se resserrent autour du général Yacouba Isaac Zida. Donc là, Zida est parti. Et on risque de le considérer comme un militaire déserteur. Est-ce qu'il va revenir, vous pensez qu'il reviendra? Il n'a quel intérêt à revenir? Il est parti avec toute sa famille. Mais il y aura un mandat d'arrêt contre lui s'il ne revient pas, vu qu'il y a des dossiers de malversation qui sont sortis des tiroirs. Nous sommes au Burkina Faso et les mandats d'arrêt ne valent que ceux qu'ils valent. Attention, ça dépend de là où vous refugiez. Vous savez de quoi je parle. Le mandat d'arrêt décerné contre Blaise Compaoré. La protection dont tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ça. Blaise Compaoré n'est pas nécessairement la même protection pour Zida qui se trouve au Canada. Et s'il y a un traité entre les deux pays pour une extradition, Zida se fera extrader facilement. La seule chose dont je suis sûr, c'est que le président Kaboré a envie de régler ce problème-là. Il a envie de considérer Zida comme un militaire déserteur. Et s'il va jusqu'à le considérer comme tel, ça veut dire qu'il essaye quand même de le ramener au pays avec beaucoup de difficultés. Ça veut dire que Zida n'a pas l'intention de revenir au Burkina Faso. Zida a demandé qu'on le considère comme en position d'évacuation sanitaire.
Bon, il a trouvé peut-être la parade, vous pensez? La parade. Oui, mais le président a répondu qu'il faut une procédure pour être évacué sanitairement. Vous pensez que Zida ne le savait pas? Vous pensez qu'il ne savait pas qu'il Donc fallait aujourd'hui, il joue avec son avenir. Aujourd'hui, il a déserté, il a fui le pays. Maintenant, s'il y a des dispositifs à l'international qui permettent de le rapatrier, bon, qu'à cela ne tienne. Mais c'est quand même dommage par rapport à l'espoir qu'il avait incarné. Moi, c'est mon problème. Parce qu'on a entendu dire qu'il signait des chèques depuis la présidence pour des affaires qu'on ne maîtrisait pas et tout le reste. Il était Premier ministre, mais il signait des chèques de la présidence. Exactement. Alors que... Et ça, on l'avait toujours dit aussi sur ce plateau, qu'en fait, celui qui gérait le Burkina Faso, c'était Zida. Voyez-vous, donc on a la confirmation de tout ça. Donc quand on incarne un espoir à ce niveau-là, et qu'on finit par décevoir son peuple, c'est quand même dommage. Il faut des leaders pour l'Afrique. Malheureusement, on en a rarement. Maître Alain Orunla, la situation de Zida aujourd'hui. Bon, Zida, c'est un trublion, c'est un homme en armes qui a essayé de se faire président en lieu et place de son mentor fugitif. Il ne fait que suivre la jurisprudence Compaoré. Alors, le Burkina Faso, la terre de l'homme intègre, l'essentiel c'est de faire comme si seuls les intègres doivent rester sur ce territoire et que ceux qui ne se sentent pas intègres aillent ailleurs. Maintenant, moi je voudrais compter sur le président Kaboré parce que j'ai passé l'âge d'être en admiration devant les uns et les autres. Le seul qui a pu capter mon admiration, c'était Thomas Sankara, mais depuis lors, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. En attendant que l'on découvre qui est Kaboré, eh bien qu'on fasse en sorte de réclamer ceux qui sont partis, qu'on fasse la lumière de la manière qu'on pourrait le faire et que le Burkina Faso reste la terre des enfants intègres. Oui. Alors, vous pensez que le président Kaboré va plus mettre l'accent sur le dossier Zida que sur le dossier Compaoré? Je ne suis pas président. Oui, mais qu'est-ce que vous lui conseillerez? Mais ce que je conseillerais, c'est que les procédures suivent leur cours, qu'il démontre sa volonté, à défaut de sa détermination, à tirer un certain nombre de choses au clair. Quand nous disons lutte contre l'impunité, ça veut dire qu'il faut que les procédures soient actionnées et qu'elles soient actionnées vigoureusement, que des offensives diplomatiques soient prises pour que les citoyens d'un pays ne restent pas impunis après avoir commis des exactions. Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. Je veux dire, s'il tente une procédure d'extradition et qu'on lui oppose de nombreux obstacles juridiques ou judiciaires, s'il tente de faire revenir Compaoré et que le frère de Compaoré en fait son conseiller personnel et lui donne enfin la nationalité ivoirienne que partagent d'ailleurs les Ivoiriens avec les Burkinabés, que peut le président Kaboré face à tout ça. Mais l'histoire retient, moi je dis, on fait toujours confiance à l'histoire et à notre mémoire, l'histoire retient qu'un Burkinabé s'est imposé dans son pays comme président pendant des décennies et quand il s'est agi de rendre des comptes, il a fui en Côte d'Ivoire. L'histoire retiendra que Zida a fait son cinéma. Quand il s'est agi de rendre des comptes, il a fui. Il a fui. Espérons que le président Kaboré n'ait pas à fuir. Merci. Non, moi je veux dire simplement que dans tous les cas, le problème Zida sera plus facile à régler que le problème Compaoré. Pourquoi vous le pensez? Non, Compaoré c'est fini. Parce que il est ivoirien désormais. Et il est très bien placé dans l'appareil d'État en Côte d'Ivoire. Oui, je ne vois pas... Ouattara finira par finir son mandat un jour. À la suite de Ouattara, il y aura qui? Il y aura soit Guillaume Soro, soit Koulibaly. Rien ne le prouve. Et donc rien ne le prouve. Non, mais il y a qui d'autre? Vous avez vu le cas Hissène Habré. Ça finit toujours par vous rattraper. À moins que vous ne nous parliez d'une guerre en Côte d'Ivoire, sinon c'est Soro ou Koulibaly. C'est l'un ou l'autre. Et dans ce cas de figure, Compaoré est toujours protégé. Merci. Donc Lama Balo, merci Alain Orunla, madame, monsieur, c'est tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Sika.